à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode du podcast Parlons de votre mental. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Frédéric Michel Chevalier, qui est entrepreneur dans le marketing. Salut Fred. Salut Sébastien, merci beaucoup pour l'invitation. Alors Fred, je regarde ton profil LinkedIn, il y a écrit plein de choses. Stratégie digitale, future of work, innovation, post, CEO, auteur, conférencier, ambassadeur, FR. Alors, plus couteau suisse que moi, j'ai l'impression. Tu sais que innovation, ça marche aussi en français. Hein. Pas plus suisse que toi, oui, certainement. Tu sais, je déteste les étiquettes et parce que déjà, je rentre pas dans les cases et je n'étais pas en recherche d'une étiquette. Ouais, même un peu, un peu exaspérant. Tu sais, ça a commencé avec Clubhouse, les gens qui mettaient HPI, HPE, Zèbre et tout ce que tu veux. Et j'avais pas d'étiquette, je le vivais très très bien. Et c'est en écoutant, je crois, un épisode de Marketing Square où j'ai entendu pour la première fois l'expression multipotentiel. Le multipotentiel était défini d'ailleurs par une formule qui me plaisait très bien. C'est finalement le multipotentiel est un haut potentiel par la somme de ses potentiels. Et ça, je me reconnais assez dedans. Alors je suis quand même allé vérifier la définition et puis j'ai posé 2-3 questions, mais ça me correspond bien. Et ça correspond aussi à l'histoire de ma vie. Un parcours riche d'expériences. Alors on pourrait croire aujourd'hui que parce que tu ne rentres pas dans les cases ou parce que je sais pas, tu n'as pas l'étiquette en vogue, parce que je sais même pas la code de l'étiquette multipotentielle, mais en tout cas j'ai pas besoin de l'afficher. On peut croire que c'est un handicap et très longtemps je l'ai vécu un peu comme un handicap, mais en même temps je pense aujourd'hui et j'en suis fermement convaincu que c'est ma plus belle richesse et que ça m'a permis de faire des choses extraordinaires. Et c'est ce qui fait ma personnalité, probablement mon unicité. Bon, mais en tout cas, multipotentiel, moi, ça me parle. Couteau suisse, ça me parle. J'ai envie de dire passionné par plein de choses. Et c'est ce qui dicte un petit peu le chemin. Quand on est passionné par plein de choses, on essaie d'aller les approfondir un maximum à chaque fois. Quand tu es passionné, en fait, moi, je pense que s'il n'y a pas de passion, c'est la mort. Pour moi, la passion, l'enthousiasme, la capacité à s'émerveiller, à se motiver, à se réinventer, se mettre en danger, en fait, tout, quoi. Tout ce qui va rejoindre la passion, bah, c'est mon carburant et si je perds ça, effectivement, bah, et je vais dépérir. Alors, pour revenir à nos moutons, là, donc, du coup, tu fais quoi, en fait, pour bien que nos auditeurs comprennent quelle est ta spécificité professionnelle? Alors, aujourd'hui, j'ai un métier de base qui est le marketing digital, ou le digital d'une manière générale parce que j'ai fait de la transformation digitale, j'ai géré une start-up pendant 5 ans. C'était la filiale la filiale marocaine d'une start-up française dans laquelle j'étais associé et je m'occupais de la partie innovation digitale. Donc c'est ce qui me plaît le plus et c'est là que je peux apporter justement par mon approche, par des cultures qui se rencontrent pas forcément facilement. La culture de l'innovation, des entreprises innovantes, la culture à la fois technologique, mais le digital, c'est pas une question d'outils, c'est bien souvent une culture digitale avec ses codes, avec sa façon de fonctionner, ce qui crée d'ailleurs parfois, j'allais dire, des frictions entre les générations Z, Y, X, et je ne parle pas des boomers. La rencontre de plusieurs problématiques, quoi. Pendant très longtemps,
je me suis centré sur la transformation digitale des banques. Ça a été super parce que pendant 2 ans et demi, j'étais premier sur Google sur l'expression transformation digitale des banques. Ça m'a valu des conférences, des contacts et un réseau pas possible dans le milieu bancaire. Donc, je me suis dit, en rentrant en France, le métier le plus identifiable, celui autour duquel on peut construire un ou plusieurs ikigai d'ailleurs, c'est le digital. Donc aujourd'hui, c'est ça. Puis un métier, tu sais, qui rentre bien. Je pense que on a ça en partage, Sébastien. C'est un métier où tout change constamment. Si je prends l'ère industrielle, un grand changement, ça prenait une décennie. À l'ère du digital, un grand changement, voire une révolution, ça prend 18 mois. Et ça colle assez bien avec ma curiosité, mon besoin de sortir constamment de ma zone de confort et d'innover d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que quand je suis rentré en France, la première des choses que j'ai faites, c'est la formation de Tribe pour acquérir les compétences les plus pointues en growth. C'est ce qui m'a amené après à aller travailler sur des verticales, certains aspects, certaines compétences du digital. Je suis encore en veille, par exemple, sur le Web3. Je prétends pas en être un spécialiste. Mais j'ai même découvert des choses très simples. C'est que cette année, il m'a fallu complètement repenser mes usages de LinkedIn. J'avais pendant 10 ans été responsable digital du MEDEF et je suis celui qui a emmené le MEDEF sur les médias sociaux, que ce soit LinkedIn, Facebook, YouTube. J'ai créé MEDEF TV et tout ça. J'ai accompagné des clients sur des stratégies de content marketing, notamment des grands comptes. Mais c'est vrai que ce que l'on faisait avec LinkedIn encore en 2015-2017, à peu près jusqu'au moment où je suis parti dans le monde de l'innovation, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui avec LinkedIn. Il faut tout réapprendre. Déjà à bien s'entendre avec l'algorithme, réapprendre les codes d'écriture, réapprendre les comportements des utilisateurs pour s'adapter à eux. Donc voilà, j'ai fait tout ça. Je suis revenu, j'allais dire au top, grâce à tes collègues, parce que aujourd'hui, on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est aussi mon engagement pour l'avenir. Aujourd'hui, tu as une source inépuisable, j'allais dire non pas de connaissances et de savoir, ça on le sait, mais de compétences opérationnelles que l'on peut mobiliser très très rapidement grâce à des créateurs de contenu qui font des podcasts, qui font des lives, qui font des chaînes YouTube et qui s'investissent non pas dans, j'allais dire, du blabla ou la diffusion de connaissances, mais vraiment dans le partage d'expériences et de compétences. Et c'est la meilleure école. Donc voilà, grosso modo, je me suis fait hacker le cerveau à partir de septembre 2021. Le déclencheur, ça a été Growth Tribe. L'accélérateur, ça a été Caroline Mignot, que je connais. Et aujourd'hui, voilà, ça correspond bien à mon état d'esprit et mon mindset. Donc voilà, c'est mon cœur de métier, le digital. Puis à côté de ça, j'ai des side business qui sont des projets d'avenir. Ok, bon, t'as une vie bien remplie. Et écoute, on va commencer direct par ton portrait chinois, là. Ok, l'horreur. Je suis fasciné par l'Asie, mais j'ai toujours eu très peur du portrait chinois. Allez, on y va, comme ça, ce sera fait, Sébastien. Vas-y, prépare-toi, amorce pas, t'es gentil. Alors, quelle est ta couleur préférée? Il est probable que à une époque, je t'aurais dit le bleu. Le bleu, la couleur de, je sais pas, de l'horizon, de l'océan et autres. Mais là, je suis peut-être un peu obligé de te dire le jaune. Je crois qu'on l'a en partage sur LinkedIn. Et heureusement, parce que c'est une couleur que j'ai adoptée un peu par hasard. Et heureusement, j'ai quelques personnes comme Florian, que tu connais, qui travaille, enfin, qui accompagne des marques sur leur branding, qui m'a dit que le jaune était une couleur dynamique. Alors peut-être que c'est un acte, j'allais dire pas un acte manqué, mais une intuition que j'ai eue en adoptant le jaune. En tout cas, ça me rend très visible sur LinkedIn. C'est un super stop scrolling et c'est devenu de fait ma couleur de marque, en tout cas de marque personnelle. Et je suis assez à l'aise avec ça et elle porte des valeurs qui me ressemblent. Donc voilà, mais c'était vraiment venu de ce que j'appelle le post-renaissance sur LinkedIn, c'est-à-dire du moment où j'ai pris des leviers activables que j'avais entendus chez Caroline, qui avait fait un live sur des contenus qui engagent sur les médias sociaux.
Et j'avais noté tous les leviers activables et j'avais fait ma checklist. J'ai tout coché. Il y avait au moment le visuel. Et je disais qu'il fallait bien sûr éviter les banques d'images, mais se mettre, ne pas avoir peur de s'afficher parce que ça permet la reconnaissance et la fidélisation. Avec une photo naturelle. Alors pour la petite histoire, mais je me serais probablement fait interner moi-même à l'hôpital psychiatrique si on me l'avait dit, si on m'avait dit que j'allais faire ça. J'avais écrit, c'était un vendredi, je me souviens, en fin d'après-midi, j'ai écrit un post et vient le moment du visuel et je fouille dans mon téléphone, je prends, tu sais, j'avais dû faire, mais comme tout bon procrastinateur de l'époque, j'avais dû faire des essais de shooting en mode selfie avec même un petit peu de lumière, mais pas forcément optimisé. Et j'avais que ça, si tu veux. Et donc, j'en prends une qui normalement aurait dû être destinée à la poubelle et c'est à se demander pourquoi elle était encore à encombrer la mémoire de mon smartphone. Je la prends, je la détourne. Et puis après, elle avait dit qu'il fallait que ce soit plutôt sur des fonds clairs et sans rien qui va détourner l'attention. Parce que souvent, on fait des photos, mais il y a plein d'objets derrière et du coup, c'est ça qui attire l'œil à premier abord. Et donc, je prends un détourage et je commence à chercher des fonds de couleurs. Alors, le bleu, ça m'allait pas tellement au teint ni à la tenue que j'avais, surtout si je prenais un bleu clair. Le bleu horizon, la couleur du ciel, comme j'ai la peau quand même assez blanche, ça fait bientôt 1 an que je suis rentré du Maroc, donc le bronzage, j'ai oublié à Paris. Et donc, j'arrive, le rouge, ça pétait bien, mais je me dis quand même, un fond rouge, c'est quand même un peu osé. Je suis tombé sur ce jaune. Je trouvais que ça allait bien, comme j'avais un pull un peu couleur bronze, en plus, ça se mariait bien. Mais je savais pas du tout à ce moment-là que ça allait avoir cet effet-là en stop scrolling dans les fils d'actualité. Je recevrais autant de compliments que c'était complètement contre-intuitif pour moi. Et voilà comment cette couleur s'est imposée et a perduré depuis maintenant 4-5 mois. Bon, bah c'est cool. On sait maintenant la fameuse histoire du jeune qui te va au teint sur LinkedIn. Et toi, Sébastien, comment t'es arrivé au jaune? J'y suis arrivé par hasard. Bon, par hasard. Ça nous fait un point commun, alors. Par hasard. Moi, je suis plus attiré par le bleu. Pour ceux qui nous écoutent, tiens, 2e point commun. Pour ceux qui nous écoutent, le jaune, si vous voulez rejoindre la team Yellow, qui est évidemment la meilleure, hein, comme tu confirmeras, eh bien, il faut laisser agir le hasard. Ah ouais, ça m'allait bien au teint aussi. Alors la deuxième question, elle est facile. Si tu devais partir sur une île déserte, tu as qu'un livre à prendre dans tes bagages, lequel prends-tu et pourquoi? Alors, je m'attendais à ce que tu me parles de livres, mais si j'étais sur une île déserte, ce livre me servirait pas à grand-chose. Je le laisserais. Probablement un roman de Jules Verne, parce que ce serait... il y a 2 manières de voir l'île déserte. C'est soit t'es tranquille, t'es en paix, personne vient t'embêter, et donc tu vis d'amour et d'eau fraîche, enfin d'amour non, parce que t'es tout seul, à moins que t'aies le droit d'emmener ta copine. Mais ça peut être aussi une forme de prison, c'est-à-dire que l'île déserte, tu vois, c'est plutôt le naufragé qui est le survivant, qui se retrouve sur une île qui n'est pas forcément toujours sympathique. Généralement, dans les films ou dans les romans, elle est assez hostile parce que sinon il y a plus d'histoire. Donc je pense que il y a un moment, quand tu es dans un contexte qui est certainement très anxiogène, il faudrait être capable de s'évader. Et je trouve que les romans de Jules Verne sont des formidables véhicules d'évasion. Ouais, c'est vrai. Pour la petite histoire, quand j'habitais Marseille, j'avais dans le club de tennis où je travaillais en fait un monsieur qui est journaliste et c'était l'arrière-petit-fils de Jules Verne. Ah c'est une rencontre magnifique. Jean-Michel Verne. Ouais, c'était incroyable. Et du coup, j'avais pas fait le rapprochement, mais lui qui me l'avait dit un jour. Et voilà, comme quoi, il est journaliste. Voilà, comme quoi, la transmission génétique. Alors, le moment de la journée que tu préfères? Je suis sûr que c'est la nuit. Bon. Je me vois comme un oiseau de nuit. Ça l'a sûrement été. Il y a une époque de ma vie jusqu'à environ, je dis pas de bêtises, 2014. J'étais littéralement un oiseau de nuit, mais à tous les sens du terme. C'est-à-dire, faut pas me pousser beaucoup pour sortir ou faire la fête. Mais c'était aussi pour moi le moment privilégié pour travailler. Et il y avait, un peu dans mon mode de fonctionnement physiologique, me réveiller, tu sais, pour écrire, ou les gens qui se réveillent
à 5 heures du matin et qui profitent des bienfaits de l'aube pour être plus tranquille et plus productif. Moi, c'était une violence. De toute façon, déjà le matin, et c'est toujours le cas malheureusement, quand je me réveille, j'ai une totale incapacité à mettre le pied en bas du lit et à partir comme ça au quart de tour. Il me faut toujours un petit moment pour décompresser, traîner. Ma chérie m'appelait le traîneur. C'était presque ma marque de fabrique. La nuit, tu vois, je pouvais arriver à bosser et faire une nuit blanche s'il le fallait pour terminer un truc, faire une charrette. Il y avait toujours un moment, tu sais, un petit cap entre 23h30 et 1h du matin qui était un peu le cap difficile à passer. Et dès qu'il était passé, c'était fini, je pouvais bosser jusqu'au lendemain. Ça m'est arrivé de faire des nuits blanches et d'enchaîner même une journée de travail derrière. Donc c'était clairement le moment où oui, j'étais alors je sais pas si c'était le préféré, mais c'était celui où je pouvais aussi bien me lâcher et donner le meilleur de moi-même, que ce soit pour bosser ou pour profiter de la soirée. Ok, allez, plus facile. Une qualité qui te caractérise. Alors si je m'en réfère à l'image et tout ce que j'ai reçu, et sans jeu de mots, à l'époque du Refer Challenge, mais je suis désolé, le jeu de mots n'était ni prévu mais si je me réfère à ça, probablement la bienveillance. C'est vrai, c'est vrai. C'est une grande caractéristique de la plupart des gens qui sont ambassadeurs de cette belle marque. Bref. Alors, tu vois souvent manger des pizzas. Est-ce que c'est vraiment ton plat préféré? Oh, t'exagères, tu m'as vu les deux derniers jours manger des pizzas, parce qu'en fait, pour la petite histoire, on a le droit de faire de la pub ou pas? J'ai un restaurant italien qui fait de la vraie cuisine italienne dans le 11e arrondissement, au Bourg Saint-Antoine, qui est qui est tenue par une femme qui est italienne et dont le père est marocain, donc nationalité italienne, mère italienne, père marocain, et qui fait de la cuisine napolitaine. Donc, tu vois, c'est très, très, très ciblé. Donc, c'est des vraies pizzas napolitaines. Tout est frais. Tu vois, le coulis de tomate est fait avec de la tomate fraîche et les produits sont importés d'Italie. Il y avait une burrata extrêmement crémeuse et t'as ce goût qui est délicieux. Et j'aime bien y emmener des personnes parce que j'aime bien faire découvrir. Tu vois, c'est une burrata dépouille. Tu vois, c'est vraiment très précis. J'aime bien faire découvrir, tu sais, la cuisine, c'est souvent un partage culturel, c'est un partage d'émotions. Et voilà, il se trouve que il y avait des ambassadeurs Refer de passage à Paris. Et voilà, je savais que ça leur faisait plaisir d'aller manger une pizza ou des restaurants italiens et j'ai voulu les emmener pour partager aussi avec eux une part de mon univers. Parce que, tu vois, on s'est connus, sur les réseaux, sur LinkedIn, à travers le challenge. On a accompli, je pense, en 3-4 mois, énormément de choses ensemble. On partage quasiment notre quotidien. Tu as de la complicité, de la solidarité, de l'entraide, des amitiés fortes, des collabs business et tout. Et le fait de s'être rencontré in real life, comme on dit, IRL, ça donnait envie de partager cet univers. Et voilà, c'est comme il y a 10 jours, j'étais descendu dans la région de Lyon pour une mission. On s'est retrouvé aussi avec des ambassadeurs Refer et des référistes. Et c'est Perrine qui s'était occupée de réserver le restaurant et qui nous a fait découvrir un lieu superbe où on a très très bien mangé. Et c'était aussi quelque part une partie de son univers et de sa vie, quoi. Donc c'est chouette, c'est l'échange. Après, si tu me demandes mon plat préféré, alors là c'est un peu plus compliqué. Alors les Français vont te dire le couscous. Mais t'imagines qu'ayant vécu 7 ans au Maroc, je pourrais dire le couscous, mais non, parce que le couscous en France, je peux plus en manger. Hein. Il faut vraiment que je trouve un restaurant marocain qui fait un vrai couscous. Mais dans la cuisine marocaine, il y a le poulet aux olives et aussi confit. Alors c'est assez comment dire surprenant parce que c'est un poulet qui va être cuit d'abord à la cocotte avec une sauce, des épices, il y a des olives, il y a du citron, plus toute une série de secrets de fabrique que Khadija m'a pas forcément partagé. Et puis ensuite, il est beurré et passé au four pour griller. Mais c'est absolument délicieux.
Ajoute à ça que dans la tradition marocaine, quand tu reçois des invités, mais tu peux mettre 2, 3, 4, 5, 6 poulets sur la table, dépendamment du nombre, mais en tout cas, une proportion qui est complètement incroyable pour nous en France, parce que généralement, si on mange en famille un poulet, on prend un poulet, et puis éventuellement, si on est plus nombreux ou si c'est un repas de fête, on va mettre un chapon. Mais ça nous vient pas à l'idée de mettre 3 poulets sur la table avec des garnitures et des salades qui visuellement, d'un point de vue graphique, ressemblent à des fleurs, des choses, c'est juste extraordinaire. Et puis, j'aime beaucoup la cuisine asiatique. Alors, la cuisine japonaise traditionnelle, mais également, ça c'était une passion plus récente, la cuisine coréenne. D'ailleurs, c'est la Corée et le Japon sont deux de mes passions. Et je pense qu'on peut connaître un pays à travers, je parle pas de tourisme, mais à travers sa culture et sa cuisine. Ok, bon, ben c'était bien intéressant tout ça. On a appris un peu à voir ce que tu aimais, que tu étais déjà un bon bavard comme moi, et que quand on te posait une question, il fallait être à l'écoute pendant longtemps. On va parler de ton parcours, si tu le veux bien. Ben, écoute, allons-y. Il t'inspire quoi ton parcours avec le recul? Atypique, la richesse. J'aurais pu certainement faire mieux. J'ai dû rater certaines occasions, faire des mauvais choix. Mais quelque part, je regrette pas ce parcours parce que ça interroge le modèle de réussite. Quand je dis j'aurais pu faire mieux, oui, il y a des opportunités qui ont dû me passer sous le nez, soit parce que c'était pas le bon moment, soit parce que j'ai pas su les prendre, ou parce que parfois j'ai fait de mauvais choix. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que ça signifie mieux? Mieux, ça voudrait dire que je sois dans une voie royale, faire une école, pas moi, de commerce, commencer, si on est dans le marketing, comme chef de produit, puis 2 ans après évoluer sur ça et ça, ainsi de suite, dans la voie royale. Mais je serais un de ces petits clones qui ne me ressemblent pas. Donc voilà, j'ai un parcours qui m'a fait connaître différents métiers, qui m'a fait voyager, rencontrer des choses diverses, qui me rend à l'aise comme un poisson dans l'eau dans plein de milieux, plein d'endroits, et puis aussi une sorte de forme de liberté. Ok. Si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que ça fait écho à ton parcours? Ça fait écho en tout cas à mon why. Oui, j'ai fait des choses qui étaient a priori impossibles dans ma vie. Je les ai rendues possibles. Alors, tu sais, ma vie a été finalement beaucoup, comment dire, dirigée ou orientée par la sérendipité. En 92, tu vois, par exemple, j'avais 26 ans. Je me retrouve par un enchaînement de circonstances, une mission qui s'est passée de l'un à l'autre et au troisième, tu vois, qui a suivi une sorte de passage de relais entre générations. Et je me retrouve à aller au Niger pour les États généraux de la communication. Donc, je trouvais ça extraordinaire. Alors, pour te fixer les idées, financièrement, c'était extraordinaire. À l'époque, j'étais au secrétariat général de la Défense nationale. Je gagnais 8 000 francs par mois. Et là, j'étais payé 2 000 francs par jour, plus l'enveloppe de frais. Donc, j'ai complètement halluciné. Surtout quand tu sais que je suis resté, je sais plus, 13 ou 14 jours. Je laisse faire le calcul. Et là, je me retrouve dans la commission du sujet sur lequel j'étais le plus compétent, c'est-à-dire l'audiovisuel. Il y avait d'autres consultants étrangers, donc il y avait les professionnels nigériens, il y avait le chef de cabinet, le directeur de cabinet du président du CSA en France, il y avait un conseiller d'État qui venait de France, et puis un grand monsieur qui est Pierre Tedel, qui était l'universitaire expert du droit de l'audiovisuel au Canada, qui venait de Montréal. Et puis, entre ceux qui devaient partir avant, ceux qui n'étaient pas très motivés et autres, et dans la première partie des États généraux, il fallait élire un président et c'est tombé sur moi. Le truc totalement incroyable. Au bout d'une semaine, on passe des ateliers préparatoires aux États généraux et là, normalement, c'était bien codifié, c'est que les consultants étrangers passaient le relais à des professionnels nigériens. Et là, il y avait le DG de la radio, le DG de la télévision, voilà, des gens quand même assez occupés. Ils m'ont dit, mais président, t'es très bien. On veut que tu sois président. Mais j'ai pas le droit. Si. Genre, ils vont pas nous embêter à nous expliquer comment ça fonctionne. On est les boss, donc tu resteras président. Je me suis retrouvé. Donc déjà, il y avait le premier choc, si tu veux, le truc complètement incroyable, c'est de se retrouver président d'une commission pour élaborer un texte de loi dans un État africain à 26 ans. J'ai fait du droit dans mes études de relations internationales, mais je suis pas juriste à la base. Et tu verras les députés qui votent les lois non plus. Pas tous, en tout cas. Et puis, me retrouver président. Et là, j'étais le seul blanc.
C'est un souvenir parce que vraiment porté par la volonté des gens. Entre-temps, il y a le chef, le président du Conseil supérieur de la communication du Niger. Je l'avais aidé à reformater ses discours parce que tu sais, c'est des discours un peu plan-plan. Et puis, je l'avais aidé à réécrire un discours. Il a été applaudi debout à tout rompre pendant 5 minutes quand il a fait son discours d'ouverture. On avait vraiment accroché, matché. Il m'avait dit, écoute, toi, tu vas rester avec moi et tu vas être le temps des États généraux mon chef de cabinet. Donc, j'avais une présidence de commission. En plus, j'étais le chef de cabinet. Il m'avait filé sa voiture officielle et tout. Et au final, encore plus impossible et encore improbable, je suis le seul étranger invité au débat à la télévision de fin d'état généraux. C'est un truc totalement incroyable. Et je pense que si j'avais pas justement ce parcours un peu atypique, il y en a eu d'autres dans ma vie, mais je n'aurais jamais vécu ces choses-là. Et donc, ouais, il me manquerait quelque chose. Bon, mais une vie bien remplie. Si je te dis le mot mental, est-ce que tu serais capable de poser une définition sur ce mot? Pas facile. Je prétendrai pas que ce soit une définition, mais aujourd'hui, pour moi, le mental, il y aurait deux choses. Il y aurait les valeurs, c'est-à-dire sa façon de penser, son système de valeurs, ce qu'on est, et sur lequel j'aime pas transiger. Les miennes, je m'appartiens pas de dire si elles sont bonnes ou mauvaises, mais il y a l'honnêteté, la bienveillance, la générosité, tu vois, des choses comme ça qui sont mes valeurs fondamentales contre lesquelles je ne peux pas aller. Et puis pour le reste, ce qui est le plus prégnant chez moi, c'est le mental dans sa dimension mindset. Et ça, c'est quelque chose de fortement ancré. Alors je vais pas te dire, je suis pas Superman, hein. J'ai eu des moments de doute, j'ai eu des moments même très très difficiles dans ma vie, un peu au fond du trou. Mais il y a une chose, c'est que je m'écoute pas beaucoup. Tu vois, j'entends beaucoup aujourd'hui de coachs qui sont là avec le développement personnel. Faut t'écouter, faut reconnecter avec ton cœur. Enfin, tu vois, des trucs. Pour moi, c'est du bullshit. Mais je respecte très bien ceux qui le font et ceux qui y croient. Moi, si tu veux, le mental, c'est dans la vie, tu dois avancer. J'ai pas été élevé à la dure au sens que j'ai des parents qui m'ont entouré d'affection, d'amour, des choses comme ça, mais qui m'ont aussi donné les valeurs de l'effort. Moi, c'est un peu marche ou crève. Et donc derrière ça, la conviction que quoi qu'il te tombe sur la tête, si tu commences à t'apitoyer sur ton sort, à poser un genou à terre, tu te fais broyer. Donc tu avances, tu te bats. Tu te bats aussi souvent, d'ailleurs, pas contre les autres, contre toi-même, contre tes travers, contre tes défauts, contre tes mauvais démons, contre tout ce que tu veux. Tu vois, c'est une sorte de combat intérieur. Et ça, c'est la clé de ce qui est le plus important pour moi, c'est la résilience. C'est ce qui fait que je peux être d'humeur égale. Tu vois, quand je parlais de haut et de bas dans la vie, je peux être heureux avec l'opulence et je peux être heureux en étant démuni parce que ce que je vais voir, c'est l'instant, les personnes avec qui je suis, ce que je partage. Donc ça, c'est c'est pour moi à la fois un bouclier, mais c'est une force, énorme. Et puis le mindset, je le retrouve aujourd'hui dans ma manière d'évoluer. Quand je t'ai dit que je m'étais fait hacker le cerveau, c'est toute cette démonstration, conception de test and learn, de se remettre en cause, d'accepter de se challenger, issu beaucoup des valeurs du growth. Et voilà, qui fait qu'aujourd'hui, j'aborde l'entreprise en me disant, finalement, t'as pas d'idée géniale. Au mieux, t'as un problème que t'as rencontré, t'as trouvé une solution et tu te dis, comme je suis pas tout seul sur Terre à avoir ce problème, peut-être que ma solution peut aider les autres. Ou alors, tu observes ton entourage, qui t'entoure. Quand je dis ton entourage, c'est pas seulement tes amis, mais vraiment ton environnement, donc pour être plus précis. Et tu repères un problème et tu élabores une solution et après tu vas aller au-devant des gens, d'abord tu vas la partager, tu vas essayer de comprendre leur motivation, comment ils avancent, qu'est-ce qui les freine et tu vas essayer de regarder si ça correspond ou si ça crée de la valeur ou si ça règle leurs problèmes et tu vas co-construire. Tu vois, une entreprise, ça se construit autour du client, pas autour d'une idée, pas autour d'un diplôme, même pas autour d'un chef d'entreprise. Voilà, le mental aujourd'hui pour moi ce serait ça, c'est résilience et esprit growth, en tout cas itération centrée sur le qu'on appelle le customer centric, mais j'aime pas utiliser cette expression parce qu'elle a tellement été déviée de son sens que voilà, je sais pas si ça répond vraiment à ta question. Si tu devais nous donner une définition du mot mental, ça serait laquelle pour toi?
pour faire court, pour une fois, j'ai envie de te proposer le mental, c'est ce qui reste quand t'as plus rien. Ça vient de me venir en t'écoutant et en réfléchissant à ce que tu dis. Le mental, c'est ce qui reste quand t'as plus rien. Ben non, parce que quand t'as plus rien, par définition, t'as perdu la confiance en toi. Et ça, par contre, tu sais que c'est très facile. T'as des gens qui sont plus enclins à se faire déstabiliser, à perdre confiance en eux, pardon. Et oui, moi, il y a des périodes de ma vie où j'avais perdu, ou en tout cas, j'avais perdu la foi en la confiance en moi. Et curieusement, c'est encore un truc de mental, ça. J'ai toujours cru à ma bonne étoile. Et je crois beaucoup, tu sais, à la théorie de la vie comme un cycle où la roue tourne. Donc ça recolle avec la résilience, mais voilà. Donc oui, parfois tu peux manquer de confiance en toi. Et ça se voit pas, mais et pour ceux qui m'approchent, parfois c'est difficile à comprendre, mais à la base je suis un grand timide. Donc je pense que si tu fais un sondage dans la famille Reifer, tout le monde va te dire que bref. Et en fait, je suis un grand timide quand il s'agit de faire le premier, que ce soit dans la vie professionnelle, dans un cocktail networking ou même dans la vie amoureuse. Je sens que ça va chambrer après. J'aurais peut-être pas dû dire ça. C'est le podcast, c'est comme chez le psy, il y a le secret médical. C'est un secret partagé. Est-ce que le regard des autres, ça te parle? Et si oui, est-ce que tu as dû t'en affranchir à un moment donné de ta carrière professionnelle? Non, je pense pas. Je dis pas ça pour me parer de qualité que j'aurais pas. Mais tu sais, une des forces aussi que je puise dans mon mental, et c'est peut-être ça qui me permet d'avoir cette constance de bonne humeur ou autre, j'allais dire les compliments comme les critiques glissent sur moi comme l'eau de la pluie sur les vitres. Ça veut pas dire que je les apprécie pas, mais ça veut dire que, tu sais, parfois on t'inonde de compliments pour mieux t'endormir. Donc ça prend pas. Par contre, je suis touché par les vrais compliments sincères, mais ça me donne pas la grosse tête. Et puis à l'inverse, les critiques, je me dis souvent, écoute, de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Le regard des autres, à ce sens-là, ne me paralyse pas. Par contre, dis donc, on va penser que ton podcast est sponsorisé par Reifer. J'ai encore parlé non, ou que moi, après tout, je suis ambassadeur de marque, donc c'est normal que j'en parle. Mais j'ai découvert une expérience extraordinaire avec le Reifer Challenge. C'est que tu vois la conjonction de l'incitation à faire son LinkedIn out et d'être soi-même, et cette bienveillance qui nous entourait, qui nous a aidé à sortir de la zone de confort et oser être soi-même. Tu vois, je te parlais des visuels, mais je te prends un exemple, me trouver parasé en polo, alors certes Ralph Lauren, mais en polo quand même, en illustration d'un post LinkedIn, c'est plus que sortir de la zone de confort. Et tu le fais parce que tu es entouré de gens dont tu sais que qui vont te regarder avec bienveillance. Et donc, tu connais l'histoire puisque tu as été un des premiers à m'en parler. J'avais aucun plan derrière ça. Les gens m'ont reconnu des qualités, notamment cette qualité de bienveillance, et m'ont porté dans cette communauté. Et j'étais pas du tout habitué à ça. Tu vois, passer mon temps à vouloir me mettre derrière le masque ou entrer dans le costume je pensais être celui de circonstance. Finalement, t'es pas toi-même. Tu peux paraître prétentieux, cassant, enfin tout ce que tu veux. Et donc, tu n'as pas le retour d'image qui est quelqu'un. Mais du coup, ça me blessait pas plus que ça parce que il y avait cette dissociation où je savais que je jouais un rôle, qui était le rôle de ma fonction, de ce que je pensais qu'on attendait. Et pour la première fois, je me suis présenté comme j'étais, avec mes qualités, mes défauts, mes forces et mes faiblesses. Et j'ai appris beaucoup sur moi en très peu de temps à travers le regard des autres, qui m'a aussi donné un peu confiance parce que je m'étais quand même pris une bonne tuile sur la tête en fin d'année dernière et qui m'a projeté, si tu veux, l'image de ce, tu vois, c'est pas de ma valeur. Enfin, je sais pas si un terme pourrait être compris autrement. Oui, tu te dis, ah ben oui, tiens, finalement, c'est ça que j'inspire aux autres en étant moi-même. Et j'ai trouvé cette image très belle et très gratifiante. Et il s'est passé un truc, c'est aussi une histoire de mental. Et depuis cette période-là, il y a eu un basculement dans mon cerveau. Je crois que j'ai débloqué le forfait illimité de dopamine, comme ça qu'on appelle le truc qui te rend heureux. Et je me suis mis à me réveiller tous les matins
assez tôt, sans réveil, avec une banane, mais à se déchirer les joues, et dans une sorte de bonne humeur. Voilà, et peut-être parce qu'aussi en étant là pour les autres, en recevant beaucoup, en étant dans l'échange, c'est peut-être, j'avais peut-être, comment dire, abouti dans j'avais peut-être abouti, ou j'étais peut-être abouti, non, j'avais abouti dans ma quête de sens. Et je crois que ça va au-delà de ça, parce que c'est assez terre à terre. Alors oui, si on prend les trucs, mais il s'est passé quelque chose, je saurais pas te dire, mais une proximité, quand on dit soutien, entraide, ben oui, mais on peut imaginer, tiens, t'as besoin de faire un truc, j'ai une compétence, je te file un coup de main. Ça va au-delà de ça, ça va la manière dont on a commencé à prendre soin les uns des autres, à s'inquiéter quand pendant 2-3 jours on voit quelqu'un un peu en retrait. Ça va vraiment beaucoup, enfin pour moi ça va beaucoup plus loin que ça, et pendant la refer party, quand on regarde les photos et les vidéos, dans nos regards, tu vois que c'est pas simplement la joie de, parce que moi j'ai l'émotion, pas simplement la joie de gens qui font la fête. On est vraiment connectés. Alors tu vas me prendre pour, les auditeurs vont me prendre pour un fou, parti dans un délire cosmique, mais oui, c'est vrai que dans la communauté Refer, là, j'ai jusqu'à présent rencontré beaucoup de personnes, et c'est vrai que les valeurs qui s'en dégagent, il y a beaucoup de sincérité, d'entraide, d'écoute active les uns avec les autres, et puis chacun a en tout cas des expertises différentes, et c'est vraiment une super communauté qui permet de s'enrichir les uns des autres. La sincérité, tu viens de comment dire, de prononcer le mot. Je crois que voilà, dans un monde où en ce moment, dans un climat super anxiogène, dans un monde où tout le monde essaye de jouer des coudes, de prendre sa place, la sincérité, c'est peut-être le bien le plus précieux. Est-ce que tu as déjà connu de la pression, du stress, et si oui, comment tu fais pour la gérer? En fait, je ne fais pas. C'est pas que j'écoute pas mes émotions, je les ressens, et je les ressens intensément. Alors si tu me parles de stress, en 97, j'avais eu la chance de rencontrer l'ancien directeur central des ressources humaines du groupe Bouygues, qui avait quitté le groupe et monté son cabinet conseil, et qui était parti avec son outil RH. Via des amis, il m'avait fait passer le test, et il m'a démontré avec des courbes liées à mes réponses au test que je suis 20-30% plus performant sous stress. Donc finalement, parfois, il m'expliquait que parfois, effectivement, cette tendance que j'avais à procrastiner ou à me mettre en danger en faisant les choses à la dernière minute, c'était un moyen que j'avais développé pour créer le contexte de stress qui va faire que je vais donner le meilleur de moi-même. Alors après, je te dis pas que c'est tout repos, et je ne conseillerais surtout pas à tes auditeurs de prendre ça comme modèle. Mais du coup, j'ai eu, beaucoup plus de facilité à composer avec ça. Après, il y a des émotions. Oui, je peux avoir des points faibles dans les sentiments, par exemple, que ce soit en amour ou en amitié. Le sentiment de trahison, le sentiment d'abandon sont des choses qui me touchent particulièrement. Parfois, le fait, ça, je l'ai quand même pas mal corrigé, mais de trop vivre par exemple, dans le couple, à travers la personne aimée, ce qui fait que t'es sensible. Alors là, c'est l'ascenseur émotionnel qui monte et qui descend au dernier étage, pas du dernier étage à la cave, tu vois. Ça, tu m'as compris. Ça, j'ai été paradoxalement très fragile à ça. Et puis, comme peut-être beaucoup de personnes, j'en parlais avec Charlotte tout à l'heure au téléphone. Tu sais, le triangle dont j'ai oublié le nom, mais c'est le sauveur qui devient l'oppresseur. Voilà, c'est ça. Et ça, j'ai fini par le comprendre, mais j'ai recommis, je sais pas si c'est une erreur, mais j'en ai été victime plusieurs fois dans ma vie. Justement, la conjugaison de ma bienveillance, de ma générosité, de ma sensibilité, et où finalement, tu veux parfois faire le bonheur des gens malgré eux, ce qui est une erreur fatale. Et après, des gens qui sont super profilés et blindés pour ne pas en souffrir, mais moi, ça m'en a fait souffrir assez facilement. Il paraît que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
toute façon, c'est dans mon esprit, c'est dans mon ADN, ne pas lâcher. Alors, tu peux lâcher des choses tout à fait secondaires, mais quand tu crois fortement en quelque chose, un idéal, quand tu es engagé très fortement et très sincèrement pour une cause, ben non, il faut pas lâcher, c'est clair. Et parfois, tu peux peut-être agir en stratège et plutôt que de t'obstiner à foncer dans un mur, regarder s'il n'y aurait pas moyen de trouver une échelle pour monter par-dessus ou de le contourner. Mais de toute façon, tu vas aller de l'autre côté, d'une manière ou d'une autre. Donc ça, ouais, ça me convient assez bien. Et puis il y a aussi, tu sais, 1000 fois sur le métier, remettez votre courage. Et du coup, ce côté aussi, où, bah, quand tu tombes, tu te relèves. Et puis quand tu te relèves, tu te remets tout de suite en selle. Ou c'est toi, ça c'est un truc qu'on connaît dans le monde de l'équitation. Je crois que tu aimes beaucoup les chevaux. On dit toujours que quand un cavalier fait une chute de cheval et qu'il est blessé, voire gravement blessé, eh bien, il faut qu'il remonte à cheval le plus vite possible. Ben, c'est un petit peu ça. Donc, ne rien lâcher. Alors, on arrive à la fin de l'épisode et je voulais déjà dans un premier temps te remercier pour le temps que tu m'as accordé et le témoignage que tu as pu délivrer tout au long de ce moment. Et comme tu le sais, traditionnellement, je laisse le mot de la fin à mon invité. Donc, à toi de jouer. Le mot de la fin, c'est pour toi. Alors, le mot de la fin, ce serait il va falloir changer le monde. C'est pas un propos d'idéaliste, tu vois, un peu babacool ou autre. Mais je suis conscient que on est dans une période historique qui est charnière. Alors pas aussi parce que par la tension internationale, ça c'est clair, mais je suis convaincu, et il y a plein d'éléments qui le montrent, pas seulement les signaux faibles, que les changements aussi brusques soient-ils qu'on a connus en 2020 pendant la pandémie sont les changements les plus courts que l'on aura vus pour le reste de notre existence. Tout va aller très très vite. Tu sais, il y a une phrase, je l'ai postée sur LinkedIn et je suis toujours surpris de voir le peu de réactions que ça provoque. 85% des métiers de 2030 n'existent pas aujourd'hui. J'ai cherché la source et donc c'est une étude qui a été commanditée par Dell, qui a été publiée en 2017. J'ai fait une simple recherche sur Google pour voir que ça avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. On est en 2022 et personne ne prend la mesure de ce qui se prépare. Les DRH, tu sais, ils sont assez conservateurs finalement. Alors, je sais pas si c'est la faute de leurs dirigeants ou si c'est eux qui le sont, mais sont en train de s'interroger quels sont les métiers d'avenir, quelles sont les nouvelles filières, voilà. Et les citoyens, les salariés, ce que j'appelle les talents, qui sont pas forcément salariés, prennent ça, ouais. La vérité, c'est que 2030, c'est dans moins du temps. Que l'enjeu, c'est pas tout va bien jusqu'au 31 décembre 2029 et tout va mal le 1er janvier 2030. Et je voudrais que tout le monde se pose la question, et ça va être une question de mental, c'est aussi comment on va se transformer. Et je voudrais partager ça parce que je pense que l'ensemble du système, que ce soit dans le discours de nos dirigeants politiques, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les décisions qu'on prend par rapport à nous-mêmes, ne mesure pas l'ampleur de ce qui va être un tsunami. Et ça risque de laisser beaucoup de gens sur le carreau. Tu vois, par exemple, ce qui s'est passé dans les années 80, quand on a robotisé les usines. On a vu disparaître les ouvriers. Il y a les ouvriers spécialisés, les ouvriers professionnels et des gens sur les chaînes de montage, un peu comme Charlot dans son film, un chef-d'œuvre, Charlot à l'usine, qui serrait des boulons et faisait des soudures, et puis ça a été remplacé par des robots. Mais à l'époque, je pense que la bonne intelligentsia n'en avait rien à faire parce que c'était des ouvriers. Tu sais, c'est pas les gens visibles. Et ce qui s'est passé à cette époque va se produire sous la pression de plein de choses pour l'école blanc, c'est-à-dire l'automatisation, l'intelligence artificielle, les objets connectés, plein de choses. Plus ce qui arrive avec le Web 3, au moins la blockchain, les cryptos, tout ça, ça va vraiment balayer l'ordre existant. Et voilà. Et le conseil que je pourrais donner à chacun, c'est effectivement travailler son mental, travailler l'idée qu'il faut pas avoir peur du changement. Et surtout qu'il faut investir sur soi parce qu'il va falloir développer des compétences en permanence. On va voir des compétences surgir et devenir désuètes au bout de 18, 24, 36 mois, tu vois. Donc, on va toujours être obligé. Et donc, il faudrait penser maintenant, tu sais, quand on fait des stratégies financières, on se dit, voilà, je calcule mes dépenses fixes, mon reste à vivre, et puis après, je vais faire un peu d'épargne dans ceci, dans cela. Mais je pense qu'il faut créer un
un poste, investir sur soi pour développer ses compétences, ne pas avoir peur, parce que si on le fait, ça se passera bien, et ne pas avoir peur du changement et ne pas croire que le refuge, tu sais, dans c'était mieux avant, dans l'ordre ancien, nous sauvera. Il y a une phrase que j'aurais voulu utiliser, mais malheureusement, elle avait été utilisée dans la campagne électorale par le président de la République, qui était l'enjeu n'est pas de retrouver la France de notre enfance, mais de créer la France de nos enfants. Je peux la dire aujourd'hui avec toutes ces précautions de langage, parce que c'est pas du tout une manière de faire campagne pour le président, mais c'est qu'elle est tellement vraie, tellement profonde, cette phrase. Merci beaucoup, Frédéric Michel, pour tout ce temps passé dans le podcast. Je te remercie beaucoup et j'invite à tous ceux qui veulent retrouver Frédéric Michel à aller le retrouver sur LinkedIn. C'est la manière la plus simple de le retrouver. Et je te souhaite bon courage pour le bootcamp que tu lances pendant le mois d'août pour les solo-entrepreneurs qui veulent oser se lancer et qui ont besoin de courage et d'objectifs pour en tout cas faire de leur business quelque chose de rentable. Et du coup, c'est une super idée. Et écoute, bonne continuation à toi et à très bientôt. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.